Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier un roman policier qui s'intitule Le chien des Baskerville. C'est un roman écrit par Conan Doyle et publié en 1902. Watson trouve une canne chez Sherlock Holmes. Après de fausses déductions de la part de Watson, Sherlock Holmes devine que cette canne appartient à un certain monsieur Mortimer et que celui-ci serait un médecin établi à la campagne. Monsieur Mortimer vient chercher sa canne. Le docteur lui demande si Sherlock Holmes pourrait s'occuper d'une enquête. Charles Baskerville est décédé il y a 3 mois. Il croit qu'il existe une malédiction concernant les Baskerville qui remonterait à 1742. Cette année-là, Hugo Baskerville était le propriétaire du manoir des Baskerville. Il aurait enlevé une jeune fille et l'aurait enfermée chez lui. La jeune fille se serait sauvée. En colère, Hugo se serait lancé à sa recherche et il aurait emmené avec lui sa meute de chiens. Les amis d'Hugo décidèrent de le suivre. Un berger leur a dit qu'il a vu une jeune fille et Hugo poursuivi par un énorme chien. Ses amis ont retrouvé les corps d'Hugo et de la jeune fille morts, accompagnés d'un chien à l'air monstrueux. Il y a 3 mois, Charles Baskerville serait sorti le soir pour une promenade. On l'a retrouvé mort. La cause en serait une maladie. Monsieur Mortimer confie à Sherlock Holmes que Charles prenait très à cœur la légende. Il raconte qu'il y avait de nombreuses traces de pas à l'entrée de la lande, que le visage de Sir Charles a été déformé par la peur et qu'il a vu les traces d'un chien géant. En tant qu'héritier, Sir Henry Baskerville doit habiter le manoir. Le docteur Mortimer demande à Sherlock Holmes s'il doit laisser l'héritier habiter la maison et lui demande aussi d'éclaircir la mort de Sir Charles. Sherlock Holmes lui demande 24 heures pour réfléchir. Le lendemain, le docteur vient avec Henry. Henry a reçu une lettre anonyme lui disant de ne pas s'approcher de la lande. Sir Henry lui dit aussi qu'à l'hôtel, il a perdu un soulier. Le docteur et Sir Henry s'en vont de chez Sherlock Holmes. Après leur départ, Sherlock Holmes et Watson les suivent. Ils aperçoivent un homme dans un fiacre. Sherlock Holmes veut le suivre, mais il perd sa trace. Sherlock Holmes pense qu'il s'agit d'un homme qui espionne Sir Henry. Sherlock Holmes a relevé le numéro du fiacre. Sherlock Holmes envoie un garçon, Cartwright, faire tous les hôtels des environs pour trouver la page de journal qui a servi à écrire la lettre anonyme. Sherlock Holmes et Watson vont à l'hôtel de Sir Henry. Il est en colère car on lui a volé un autre soulier. Ils apprennent que Sir Henry ira au manoir des Baskerville. Sherlock Holmes envoie un télégramme à M. Barrymore, un domestique du manoir, pour savoir s'il se situe au manoir et non à Londres. Sherlock Holmes dit qu'il ne peut pas accompagner Sir Henry car il a des clients à Londres. Il envoie Watson là-bas. Sir Henry retrouve un de ses souliers. Sherlock Holmes et Watson reçoivent un télégramme leur disant que M. Barrymore est bien au manoir des Baskerville. Ce n'était donc pas lui l'homme dans le fiacre. Sherlock Holmes apprend que le garçon, Cartwright, n'a pas retrouvé le déchet du journal demandé. Sherlock Holmes et Watson vont chez le conducteur de fiacre. Un individu en a loué un avec le numéro qu'a noté Sherlock Holmes. Il a dit qu'il était détective et qu'il s'appelait Sherlock Holmes. Sur le trajet qui mène au manoir des Baskerville, Watson remarque des gardes qui surveillent la route car un forçat vient de s'évader de prison. Il s'agit de Selden. Watson passe sa première nuit au manoir. Le lendemain, Watson rencontre M. Stapleton, un voisin des Baskerville. Il ne croit pas à la légende. Il pense que Charles était tellement tendu que l'apparition d'un simple chien lui a provoqué une crise cardiaque. Il lui dit qu'il est facile de se perdre dans la lande et qu'il y a des bourbiers. Ils entendent tous deux un gémissement d'un chien.
Ils trouvent de vieilles habitations préhistoriques. Watson voit une femme sur la lande qui lui dit de partir. Il s'agirait de la sœur de M. Stapleton. Elle se rend compte qu'elle l'a confondu avec Sir Henry. Watson fait un rapport à Sherlock Holmes. Sir Henry, Watson et Stapleton se sont promenés dans la lande, à l'endroit où Sir Hugo serait mort. À Merripit, Sir Henry rencontre Madame Stapleton et il commence à ressentir des sentiments pour elle. M. Stapleton fait attention de ne pas les laisser seuls en tête-à-tête. Le jour suivant, ils se rendent sur le lieu du décès de Charles. Watson apprend que le télégramme qu'a envoyé Sherlock Holmes pour savoir si Barrymore était au manoir des Baskerville n'a pas été remis en main propre à Barrymore et que c'est sous son ordre que sa femme a envoyé une réponse. Madame Barrymore semble rongée de chagrin. La nuit, Watson entend des bruits dans le couloir. C'est M. Barrymore qui est allé à la fenêtre et qui tient une bougie contre la vitre. Sir Henry décide de sortir seul sur la lande. Watson s'en veut et décide de le suivre. Watson voit Sir Henry avec mademoiselle Stapleton. Watson décide de ne pas se montrer à eux et de les suivre. M. Stapleton, qui se promène non loin d'eux, les voit et il est furieux après eux. La nuit, Sir Henry et Watson décident de guetter les allées et venues de Barrymore. Ils le surprennent et M. Barrymore ne veut pas dire son secret. Après l'appel de lumière de Barrymore, ils aperçoivent un autre appel lumineux qui vient de dehors. Sir Henry veut virer M. Barrymore car il ne veut pas répondre à ses questions. Madame Barrymore leur dit que le signal sert à réapprovisionner son frère qui est le forçat et qui, depuis qu'il est en fuite, est dans le dénuement. Profitant de la lumière du forçat encore allumée, Watson et Sir Henry veulent capturer le forçat. Une fois sur la lande, ils entendent le cri du chien. Ils croisent le forçat, mais ils n'arrivent pas à l'attraper. Sur le chemin du retour, Watson voit une ombre d'un homme, mais Watson ne le suit pas car Sir Henry a été assez secoué par l'aboiement du chien. C'est la fin des lettres de Watson et le début de son agenda. Sir Henry décide de ne pas appeler la police à propos du forçat car le couple Barrymore lui demande de ne pas le faire. M. Barrymore leur dit que si Charles était sorti ce soir-là, c'est parce qu'il a reçu une lettre d'une jeune femme dont les initiales étaient LL. Le lendemain, Watson rencontre le docteur Mortimer qui lui dit que LL pourrait être les initiales de Laura Lyons, une dactylo. M. Barrymore dit à Watson que Selden a vu un autre homme sur la lande qui se cache lui aussi. Watson se rend chez Madame Lyons, qui lui avoue que c'est bien elle qui a envoyé une lettre à Charles la veille de sa mort. Elle lui raconte qu'elle a eu un mariage malheureux et qu'elle voulait de l'aide de la part de Sir Charles pour l'aider dans son indépendance. Elle dit qu'elle n'a pas été au rendez-vous car elle aurait eu une aide ailleurs. Watson rencontre M. Frankland, qui lui dit avoir repéré un garçon qui apporte à manger à quelqu'un. Watson décide de se diriger vers une cabane. Il y voit Sherlock Holmes. Sherlock Holmes lui explique que la sœur de Stapleton est en fait sa femme. Madame Lyons et Stapleton se connaîtraient. M. Stapleton serait l'homme qui était dans le fiacre à Londres. Madame Lyons est intéressée par M. Stapleton car elle voit qu'il est célibataire et qu'elle pourrait se marier avec lui une fois son divorce obtenu. Watson et Sherlock Holmes entendent les aboiements du chien. Ils trouvent un cadavre qu'ils croient être celui de Sir Henry, mais qui est en fait celui du forçat. Sir Henry a donné certains de ses vêtements à Barrymore, qui les a donnés ensuite à Selden. Le chien, à cause de l'odeur sur les vêtements, s'est trompé de victime. Watson et Sherlock Holmes rencontrent Stapleton. Watson et Sherlock Holmes vont au manoir et Watson présente Sherlock Holmes à Sir Henry. Sherlock Holmes est intrigué par un tableau représentant Hugo. Il se rend compte que ce visage est le même que celui de Stapleton, qui aurait du sang de Baskerville dans les veines. Sir Henry doit dîner avec les Stapleton. Sherlock Holmes et Watson disent devoir aller à Londres. Ils ne s'en vont pas à Londres, ils vont chez Madame Lyons. Ils lui disent que Stapleton est marié à sa sœur.
Pour les frais du divorce, M. Stapleton lui aurait suggéré d'écrire à Sir Charles, puis il se serait ravisé en lui disant que finalement c'était lui qui l'aiderait. Sir Henry et Watson vont chez les Stapleton. Ils y voient Sir Henry et M. Stapleton. Ils guettent dehors la venue de Sir Henry pour le protéger. Sherlock Holmes et Watson aperçoivent un grand chien, et ils le touchent avec leurs balles de revolver. Sherlock Holmes et Watson voient le chien s'en prendre à Sir Henry. Ils tuent la bête avant que celle-ci ne parvienne à le tuer. Sherlock Holmes et Watson se rendent chez les Stapleton pour y trouver M. Stapleton, mais sans grand espoir. À la place, ils trouvent Madame Stapleton qui a été ligotée. Stapleton se serait dirigé vers le bourbier. Le lendemain, Sherlock Holmes et Watson y vont. Ils ne trouvent pas Stapleton, mais ils trouvent l'endroit où Stapleton cachait le chien. Stapleton voulait les biens des Baskerville, mais deux personnes l'en empêchaient. Il s'agit d'Henry et de Charles. C'est pour cela qu'il a décidé de les éliminer. Stapleton a essayé d'attirer Sir Charles hors de la maison par le biais de Madame Stapleton, mais sa femme n'a pas voulu. Il a donc essayé avec Madame Lyons en lui promettant un mariage et une aide possible de Sir Charles. Profitant du faux rendez-vous et du problème cardiaque du vieil homme, Stapleton a lancé le chien aux trousses du vieil homme pour le faire mourir d'une crise cardiaque. Stapleton s'était rendu à Londres pour éliminer Sir Henry, tout en faisant croire à un accident. Il n'a pas réussi et il a volé un soulier de Sir Henry pour pouvoir ensuite lancer le chien à sa poursuite. Quand Sir Henry arrive au manoir des Baskerville, M. Stapleton pousse sa femme dans les bras de Sir Henry pour pouvoir l'attirer à la maison pour pouvoir ensuite le tuer plus facilement. En même temps, M. Stapleton éprouve de la jalousie. Madame Stapleton tente de prévenir Sir Henry à plusieurs reprises. Après la mort du forçat, Madame Stapleton sait que c'est son mari qui a commis le crime. Il l'a ligotée pour qu'elle ne puisse pas prévenir Sir Henry. Sherlock Holmes est quasiment absent de l'histoire. Même s'il ne semble pas être sur les lieux, il y est quand même dans sa cabane au milieu de la lande. Il n'est présent aux yeux de Watson qu'au début du roman, au moment où le docteur lui confie l'enquête, et quand il voit Sir Henry chez lui ou à l'hôtel. Sherlock Holmes est présent aux yeux de Watson aussi à la fin du roman, après la découverte de Watson de Sherlock Holmes dans sa cabane. Le milieu du roman est raconté par Watson qui envoie des lettres à Sherlock Holmes qu'il pense être à Londres, et aussi par son carnet où il note ce qu'il se passe. La non-présence de Sherlock Holmes permet à ce dernier d'y voir plus clair. Il sait que Watson ne lui mentirait pas et qu'il rapportera tout ce qu'il a vu et entendu avec précision. Watson lui sert en quelque sorte de micro et de caméra. À mon avis, Sherlock Holmes se sert aussi de l'image que donne Watson aux autres. Ainsi, les personnes seront moins sur leur garde que s'ils savaient que le célèbre et astucieux détective Sherlock Holmes était sur les lieux. Avec Watson, les gens vont moins faire attention et ils peuvent commettre des bévues. Watson est un personnage qui manque d'esprit de déduction. Il pense arriver à la bonne réponse, mais la plupart du temps, il passe à côté d'elle. Par exemple, c'est montré lors du premier chapitre où il se trompe sur le propriétaire de la canne. C'est aussi montré quand il ne pense pas à prendre le numéro de la plaque du fiacre, mais que Sherlock Holmes pense à le faire. Watson est l'exemple type du brave homme qui ne ment jamais et qui rapporte tout avec exactitude, qui fait très bien son travail, mais qui manque pourtant de clairvoyance. Être sur place à Sherlock Holmes lui permet de voir les événements sans être vu, d'avoir des nouvelles de Watson qui lui explique la situation et de demander des renseignements par le biais du jeune garçon qui s'informe par exemple de la situation des Stapleton. Il tire de cette situation un triple avantage. Dans cette histoire, il n'y a pas beaucoup de suspects. Il y a le couple Barrymore, il y a le couple Stapleton, il y a Selden, il y a l'autre homme non identifié qui est sur la lande, il y a le chien, ou ça peut également être quelqu'un de l'extérieur, un inconnu. Monsieur Stapleton se sert de deux personnes. Il se sert de sa femme, sur qui il a beaucoup de pouvoir, car il la manipule psychologiquement
et qui là-bas, la deuxième personne est Madame Lyons, à qui il fait croire des choses fausses quant à son célibat et à qui il fait des promesses de mariage car il sait qu'elle est désespérée de son mariage et qu'elle veut s'en extraire à tout prix. Laura Lyons est si désespérée qu'elle accepte de l'aide de n'importe qui, de Sir Charles et de M. Stapleton. Finalement, M. Stapleton ne cède que de personnes qui sont déjà en difficulté car cela l'aide à mener à bien ses objectifs. M. Stapleton cède aussi de la légende locale. Les gens de cette région sont tellement superstitieux qu'ils croient que le coupable est un chien démoniaque. Les gens de la région ne cherchent pas de vrais coupables. Ce n'est pas étonnant que le docteur Mortimer aille chercher de l'aide ailleurs que dans la région. Il recherche quelqu'un qui ne donnera pas cœur à ses superstitions et qui enquêtera avec sa logique. Madame Stapleton essaye de prévenir les autres des intentions de son mari. Elle a envoyé la lettre anonyme pour prévenir Sir Henry de ne pas aller dans cet endroit car elle devait se douter que son mari allait le tuer. Elle a aussi prévenu Watson qu'il fallait qu'il s'en aille en le prenant pour Sir Henry. Elle veut également parler à Sir Henry pour le faire partir, mais son mari les empêche d'avoir une conversation tout seul. Madame Stapleton dénonce les faits, mais sans donner le nom du coupable, ni dire ce qu'elle pense à propos de ce qui se passera. Elle ne fait que dire ou écrire à Sir Henry de ne pas aller au manoir ou d'en partir. Elle aurait pu dire, par exemple dans sa lettre anonyme, les raisons de pourquoi elle ne voulait pas que Sir Henry vienne au manoir. Elle aurait pu aussi donner le nom du coupable. Peut-être qu'elle ne l'a pas fait parce qu'elle redoutait les punitions de son mari s'il aurait appris qu'elle le dénonçait. C'est peut-être aussi parce qu'elle ne voulait pas livrer son mari à la justice, car elle avait sans doute quelques affections envers lui malgré tout. Il y a beaucoup d'éléments terrifiants dans ce roman. Il y a un manoir inquiétant, une lande immense et effrayante, une légende, des aboiements d'un chien, des pleurs de femmes la nuit, une solitude, un meurtre inexpliqué. Tous ces éléments font penser à ceux d'un film d'horreur. Le chien des Baskerville existe réellement. Le chien a été acheté par M. Stapleton. Certains affirment l'avoir déjà vu. Les aboiements affirment sa présence. Les traces de pas énormes de chien retrouvées par le docteur Mortimer, qui en a trouvé auprès du corps de Sir Charles, attestent aussi sa présence. On a donc des traces, des témoignages visuels et des preuves auditives de la présence d'un chien particulier. Le titre est le chien des Baskerville, ce qui est étrange puisque ce n'est pas le chien de la famille, c'est le chien de Stapleton. La famille Baskerville ne sait pas quel est ce chien. Les individus de la famille qui ont eu affaire à lui sont morts et n'ont donc même pas pu dire à quoi ressemblait ce chien. Ce chien n'a de lien avec la famille que de par la légende. Dire dans le titre à qui appartenait ce chien aurait dévoilé une partie de l'histoire. Ça aurait donné un maître à ce chien que l'on croyait sans maître. Ce chien a l'air d'être le même depuis 1742. Il ne s'agit pas d'une génération de chiens ayant pour but de tuer les membres de la famille de Baskerville. Il ne s'agit que d'un seul chien. Ceci donne l'impression que ce chien est immortel, ou qu'il est déjà mort, et que c'est le fantôme du chien qui revient hanter les membres de la famille. Des personnes habitant dans les alentours disent l'avoir vu. Ils affirment qu'il est grand et qu'il y a des flammes qui sortent de sa bouche. Ce chien aurait causé la mort d'Hugo, celle de Charles, et peut-être qu'il causera celle d'Henri. On sait que le chien est le coupable de ces trois histoires-là. On le dit aussi coupable des autres morts des membres de la famille, même si les faits ne sont pas rapportés. Les gens ne cherchent pas les causes médicales ou des meurtres pour expliquer les morts de la famille. Toutes les morts de la famille seraient dues à ce chien. Sherlock Holmes n'a pas l'air de croire en cette légende, sinon il n'aurait pas fait ce déplacement car on ne peut pas lutter contre des légendes, un détective ne peut rien faire contre des chiens fantômes. Le détective n'est là que pour écarter le faux du vrai, il n'est là que pour déplacer cette légende qui n'a rien à voir avec les meurtres et faire place à la vérité.
Sir Henry, qui au début ne semble pas donner de crédit à la légende, finit par en donner. Il commence à avoir peur pour sa vie. Il a peur aussi quand il entend les aboiements du chien qui lui rappellent que sa vie est en sursis. Le prochain mort est censé être lui, puisqu'il n'y a pas d'autres descendants, du moins connus. Il sait qu'il peut mourir, même s'il ne sait pas de quoi et où. Il est presque étonnant qu'à la fin de l'histoire, il en réchappe et qu'il ne meure pas d'une crise cardiaque quand le chien lui saute dessus. L'histoire intéresse Sherlock Holmes, non pas car elle croit à la légende, mais parce que je pense qu'il sait déjà que cette légende a été montée de toutes pièces et qu'elle sert de prétexte pour des motifs graves à un individu peu scrupuleux, même si au début Sherlock Holmes ne sait pas qui il est et pourquoi il a agi ainsi. Cet individu utilise la légende pour cacher le motif de ses actions et il se sert d'un chien comme coupable. Sherlock Holmes n'a pas l'air de donner crédit à la légende puisqu'il choisit d'être dans la lande durant quelques jours dans une cabane justement à l'endroit où il pourrait lui arriver quelque chose. Les gens coupables ont finalement l'air innocents. Les Stapleton est un couple qui a travaillé dans un établissement scolaire qui a fermé suite à une maladie. Ils collectionnent les insectes et ils ont l'air paisibles dans cette maison dans les Landes. D'autres personnages, par contre, qui ont l'air coupables, ne le sont pas. Il y a Selden qui a commis les crimes et qui n'a pas commis celui de Sir Charles. Il y a les Barrymore qui ont un comportement étrange et qui aident un forçat en fuite, et pourtant ils n'y sont pour rien dans la mort de Sir Charles. Il y a Madame Lyons qui avait donné rendez-vous à Sir Charles la veille de la mort et qui n'y est finalement pour rien. Ce sont ceux qui ont l'air le plus coupables que l'on va désigner en premier. Je pense que le lecteur pensera en premier lieu à Selden quant à son passé et au Barrymore à cause des pleurs de la femme et des activités nocturnes de M. Barrymore. À la fin du roman, finalement, personne n'est jugé par la justice. Selden est tué par le chien, Stapleton est sûrement décédé dans le bourbier. Les deux femmes, Madame Stapleton et Madame Lyons, ne sont pas jugées. Elles sont plutôt vues comme des victimes que comme des complices. Les Barrymore qui ont aidé un forçat en fuite ne reçoivent pas de pénalité de la loi, mis à part la mort du frère de Madame Barrymore. Le forçat et M. Stapleton n'ont pas besoin de la justice des hommes, celle de la nature les punit toute seule. De quelque part au cœur de ce brouillard rampant résonna un petit bruit continu de pas précipités, nerveux. Le nuage se trouvait à une cinquantaine de mètres de l'endroit où nous étions retranchés. Tous les trois, nous le fixions désespérément, nous demandant quelle horreur allait en surgir. J'étais au coude à coude avec Holmes, et je lui jetai un coup d'œil. Son visage était livide, mais exultant. Ses yeux luisaient comme ceux d'un loup, mais tout à coup, ils immobilisèrent leur regard, s'arrondirent, et ses lèvres s'écartèrent de stupéfaction. Au même moment, Lestrade poussa un cri de terreur, et s'écroula la face contre terre. Je sautai sur mes pieds. Ma main étreignit mon revolver, mais ne se leva pas. J'étais paralysé par la forme sauvage, monstrueuse qui bondissait vers nous. C'était un chien énorme, noir comme du charbon, mais un chien comme jamais n'en avait vu des yeux de mortel. Du feu s'échappait de sa gueule ouverte, ses yeux jetaient de la braise, son museau, ses pattes s'enveloppaient de traînées de flammes. Jamais aucun rêve délirant d'un cerveau dérangé ne créa vision plus sauvage, plus fantastique, plus infernale que cette bête qui dévalait du brouillard. À longue foulée, cet énorme chien bondissait, le nez sur la piste des pas de notre ami. Nous étions si pétrifiés que nous lui permîmes de nous dépasser avant d'avoir récupéré la maîtrise de nos nerfs. Puis Holmes et moi nous fîmes feu en même temps. La bête poussa un hurlement épouvantable. Elle avait été touchée au moins par une de nos balles. Elle ne s'arrêta pas pour si peu. Au contraire, elle précipita son galop. Au loin, sur le chemin, nous aperçûmes Sir Henry, qui s'était retourné. Il était blême sous le clair de lune. Il leva les yeux, horrifié, regardant désespérément l'abominable créature qui fonçait sur lui. Mais le cri de douleur qu'avait poussé le chien avait dissipé nos frayeurs. S'il était vulnérable, c'était donc une bête mortelle. Et puisque nous l'avions blessé, nous pouvions le tuer. Jamais personne ne courut plus vite que Holmes cette nuit-là. On me reconnaît volontiers une certaine agilité pédestre, mais il me surclassa aussi facilement que je surclassais le policier professionnel. Devant nous, pendant que nous courions comme des fous, nous entendions les appels de Sir Henry et le mugissement de la bête grave et profond.
J'arrivai juste à temps pour voir le chien féroce sauter sur sa victime, la jeter à terre et lui prendre la gorge entre ses crocs. Mais presque aussitôt, Holmes avait vidé son chargeur dans le flanc de la bête. Avec un dernier hurlement d'agonie, un spasme qui le fit rebondir sur le sol, le chien roula sur le dos, ses 4 pattes battant l'air furieusement, et retomba enfin sur le côté. Je me baissai, à temps et pressai le canon de mon revolver contre sa gueule horrible, luisante. Mais je n'eus pas besoin d'appuyer sur la détente. Le chien géant était mort.